Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale cette fois qui va un petit peu dépasser les frontières classiques du Moyen-Âge. C'est que le Moyen-Âge, on arrête ça en 1453 pour la prise de Constantinople, ou sinon en 1492 pour l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et bien là, on va s'intéresser au 15e, mais aussi au 16e siècle sur un angle un peu étonnant, parce qu'on pense toujours le 16e siècle, c'est la Renaissance, donc à l'époque, ces gens-là rêvaient de l'Antiquité romaine et grecque. Eh bien, en fait, grâce à un livre passionnant de Benjamin de Rueil, qui s'appelle Deux papiers, de fer et de sang, Chevalier et chevalerie à l'épreuve de la modernité 1460-1620, qui vient de paraître aux publications de la Sorbonne, eh bien, nous allons nous apercevoir que le XVIe siècle, le siècle de la Renaissance, était aussi un des grands siècles de la chevalerie. Benjamin de Rueil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, et donc l'auteur de ce livre. Alors, on va se jeter un peu dans le bain tout de suite. On imagine, quand on pense à chevalerie, chevalerie classique, on imagine, on se projette au XIIe, au XIIIe siècle avec, par exemple, les grands textes arthuriens de Chrétien de Troyes, le Dimanche de Bouvines de Georges Duby, donc qui parlait donc de cette bataille de 1214. Et là, en fait, vous cassez un peu un mythe, parce que il y avait des chevaliers au XVIe siècle, et il y avait des gens qui se prenaient, qui affichaient leur chevalerie au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Alors, effectivement, ce livre, il est parti d'un paradoxe et puis d'un constat. Le paradoxe, c'est que effectivement, le XVe siècle et le XVIe siècle sont souvent présentés comme le siècle du crépuscule de la chevalerie, c'est-à-dire le siècle où la chevalerie aurait expiré sous les coups à la fois des guerres d'Italie, de leur violence et de la cruauté des guerres de religion. Et la deuxième partie du paradoxe, c'est que finalement les hommes d'armes du XVIe siècle continuent à se revendiquer de cet idéal chevaleresque. Et donc, la question qui a peut-être été à l'origine de cet ouvrage, c'était de savoir comment est-ce que ces hommes d'armes qui pratiquaient les pires cruautés dans les guerres d'Italie, dans les guerres de religion, pouvaient encore se dire chevaliers. Alors effectivement, je peux s'arrêter, mais en plus, au XVIe siècle, c'est quand même le début quand même de l'artillerie. Enfin, c'est l'artillerie quand même arrive à un stade de développement assez important. Il y a de plus en plus d'arquebuses. Donc, comment des chevaliers peuvent survivre avec des modes de fonctionnement, des modes de guerre en fait, des modes de conflit comme ça? Alors, vous avez raison de le souligner. C'est le XVIe siècle, c'est le siècle où se diffuse l'arme à feu portative sur les champs de bataille. Des armes à feu portatives qui ont encore un grand nombre de défauts à l'époque. Elles sont peu sûres, il faut les nettoyer régulièrement pour éviter qu'elles n'explosent au visage de ceux qui les utilisent. Leur rythme est extrêmement lent, on parle de probablement un coup toutes les 2 minutes. Elles sont peu utilisables en temps de pluie, quand il y a de l'humidité, puisque la poudre est exposée aussi aux intempéries. Et donc, je crois que le XVIe siècle est à la fois un siècle laboratoire et un temps d'indétermination pour l'arme à feu. Et je prendrai qu'un seul exemple, qui est probablement un des plus symptomatiques, c'est Montaigne, qui, lorsqu'il présente l'arme à feu, dit qu'effectivement elles sont en train de se diffuser, mais qu'avec l'aide de Dieu, bientôt elles auront disparu. Donc il y a parce que Montaigne veut la disparition des armes à feu. Voilà, Montaigne, en tout cas dans ses essais, annonce que lui, il attend la prochaine disparition de ces armes à feu. Donc le XVIe siècle est un temps d'indétermination où se diffusent les carrés mixtes, où les piquiers et les hallebardiers sont propulsés sur les champs de bataille aux côtés des arquebusiers. Et l'arquebuse seule est en fait une arme qui ne peut pas être efficace. Oui, parce que là en plus, c'est-à-dire que les arquebusiers ont besoin d'être protégés en fait par des hommes avec des pics et tout pour pouvoir tirer. Exactement, la tactique qui est utilisée alors dans ces grands carrés qu'on appelle aussi l'ordre profond, c'est le piquier qui plante son pic et qui l'abaisse pour empêcher l'adversaire d'approcher, et les arquebusiers qui viennent se placer sous les pics
pour décharger au plus proche de leurs adversaires. Et puis une fois que c'est déchargé, une fois que l'arquebuse est déchargé, ils reviennent au centre du carré pour recharger à l'abri de leurs camarades. Ce qui fait que l'arquebuse est utilisée à ce moment-là presque comme une arme blanche. Il y a certains traités militaires qui demandent à ce qu'on voit l'ennemi dans le blanc des yeux avant de décharger, et puis surtout comme une arme défensive. C'est pas une arme d'offensive. Alors pour le lance offensif, par contre, il y a toujours les chargeurs de cavalerie. Alors voilà, ce qui est aussi très, très surprenant, c'est que jusqu'à la fin du XVIe siècle, et même au XVIIe siècle, pendant la guerre de 30 ans, on a encore des témoignages de charges à la lance, avec la lance calée sous l'aisselle. Et donc, une autre des questions qui se posait, c'était de savoir pourquoi, alors que on lit partout que l'arquebuse que l'arquebuse a détrôné la cavalerie finalement, pourquoi est-ce que ces nobles, cette cavalerie lourde, continuent à utiliser des techniques du Moyen Âge? Je ne pouvais pas imaginer qu'un homme de guerre prenne le risque d'utiliser une tactique s'il n'était pas persuadé qu'elle puisse être efficace. Ouais, mais alors justement parce que il y a aussi parfois, je pense à des auteurs qui ont montré justement que la perception ou l'idéologie de certains guerriers parfois pouvait les induire, par exemple, à employer des tactiques complètement désuètes. Alors évidemment, on pense par exemple, alors c'est l'imagerie complètement fausse, des samouraïs qui chargent sur des armes à feu ou des choses comme ça, sur des rangées de soldats avec des armes à feu. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu confronté à ça au XVIe siècle ou il y a autre chose? Alors non, vous avez raison de le souligner. L'idéologie joue un rôle majeur, et il ne faut pas oublier non plus que à l'époque se superpose au domaine militaire le domaine social. C'est-à-dire que la lance, c'est non seulement une arme, celle de la cavalerie lourde, mais c'est aussi un symbole social. Et la difficulté de l'abandon de la lance par la noblesse, notamment à la fin du XVIe siècle, c'est que il s'agit d'accepter finalement que ce qui fait sa distinction sur le champ de bataille depuis le Moyen-Âge est désuet, et donc ça peut potentiellement remettre en question sa domination, sa supériorité sociale. Et donc abandonner la lance, c'est non seulement abandonner une tactique, mais c'est aussi prêter le flanc à la critique sociale. Et surtout, abandonner la lance, ça veut dire aussi parfois abandonner le cheval carrément, parce que est-ce qu'il y a des... Alors, on n'en est pas encore là, parce que ce qui se développe dans les armées d'Henri IV à la fin du XVIe siècle comme modèle alternatif à la charge à la lance, c'est une charge à l'épée et au pistolet de guerre. Donc il n'est pas encore question de voir la noblesse descendre de cheval. Certains nobles le font, notamment quand ils sont officiers dans l'infanterie, mais contrairement au modèle espagnol du tertios, où là on sait qu'une petite noblesse vient alimenter les rangs des carrés, ce sont des choses qui sont moins diffusées dans le royaume de France. Alors justement, donc, ce modèle chevaleresque qui reprend un peu son essor au XVe, XVIe siècle, ça passe par quoi justement ce modèle? Par quoi est-ce qu'il est diffusé? Alors les vecteurs de diffusion sont extrêmement nombreux. Il y a d'abord les fêtes de cour. Des fêtes de cour dans les cours italiennes, à la cour de France, au XVe siècle à la cour de Bourgogne bien entendu. Des fêtes de cour qui s'inspirent des modèles chevaleresques qui sont eux-mêmes diffusés par la littérature. La littérature joue un rôle déterminant dans ce domaine. On sait que depuis la fin du XIVe siècle, mais surtout à partir du premier tiers du XVe siècle, il y a un grand nombre de princes qui ont commencé à réinvestir, si je peux me permettre, dans les romans de chevalerie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des ateliers de copistes qui ont été montés dans les cours, notamment en Bourgogne et en Anjou, voilà, et qu'il y a des commandes de la part du prince, des commandes de romans de chevalerie. Et c'est très symptomatique que en Bourgogne, les romans qui sont commandés sont des romans qui mettent en scène des héros bourguignons ou des héros qui peuvent incarner l'idéal bourguignon, et donc ce modèle chevaleresque vient aussi soutenir cette volonté de construire un État plus ou moins indépendant. Donc ça passe par ces romans de chevalerie. En plus, ça se développe, je suppose, avec l'imprimerie, parce que ces romans sont... Alors effectivement, à partir de la fin du XVe siècle, le roman continue à être, bien entendu, manuscrit, mais il passe aussi sous la forme imprimée. L'imprimerie qui va permettre une diffusion bien plus importante qu'auparavant, même si on sait aujourd'hui que les livres étaient très chers, surtout les in-folio. Mais ça va permettre effectivement aux romans de chevalerie d'avoir un second souffle. Et ce roman de chevalerie va entrer directement dans le XVIe siècle.
par exemple, avec les Bibles, ce sont des ouvrages qui sont parmi les premiers à être imprimés. Et on a certaines villes où ce sont même les premiers ouvrages à être imprimés. Ouais, je pense aux Ficémon, par exemple, les 4 Ficémon qui sont imprimés à cette époque-là aussi. Alors on a les 4 Ficémon, on a les aventures de Fierabras le géant, on a les aventures d'Ogier le Danois. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce sont différents modèles de chevalerie qui sont diffusés. Il n'y a pas de focalisation sur un seul et unique modèle qui pourrait être le modèle d'une chevalerie soumise à son roi. Il y a des héros qui sont des barons révoltés, on a des héros qui sont plutôt des gens qui ont servi leur roi pendant toute leur vie, et ce qui fait que ce modèle chevaleresque du XVe et du XVIe siècle, c'est un modèle protéiforme. Ouais, parce que c'est pareil, moi j'avais commencé à lire votre bouquin, je pensais qu'il y avait aussi une forme de réaction en fait de la part, enfin dans cette espèce de mode chevaleresque, une réaction de l'aristocratie par rapport à l'affirmation de l'État royal qui s'affirme de plus en plus au XVe et encore plus au XVIe et encore plus évidemment au XVIIe, ce qui va mener à l'absolutisme. Et là en fait vous montrez que c'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, en tout cas c'est beaucoup plus complexe que ça parce que les rois eux-mêmes, on pense à François Ier, vous en parlez longuement quand même, s'affirment, mettent en avant ce modèle chevaleresque. Il n'y a pas que lui, en plus il y a Henri II, il y a Louis XII. Donc est-ce qu'on peut aussi en parler un peu de cette affirmation du modèle chevaleresque royal? Oui bien sûr. Alors effectivement sur le XVe siècle, jusque dans les années 1480, ce sont plutôt les princes qui sont à l'origine de cette restauration de l'idéal chevaleresque. En réaction, par contre, alors ici, bien sûr, avec les princes, on a un modèle chevaleresque qui est un modèle de l'aristocratie qui cherche à rappeler d'abord la supériorité sociale de cette noblesse qui fait la guerre à la lance, et puis qui cherche aussi à rappeler au roi qu'il n'est que le premier d'entre les nobles. C'est-à-dire que les valeurs de cette chevalerie nobiliaire, aristocratique, sont les valeurs d'isonomie, sont les valeurs de mérite militaire, qui sont également là pour rappeler au roi son origine. Isonomie, enfin, juste... Voilà, c'est cette sorte d'égalité au sein de la chevalerie, qui dit par exemple, c'est l'adage comme quoi le roi est le premier d'entre ses pairs. Oui. C'est-à-dire que c'est une sorte terre paresse, voilà, c'est le voilà, c'est cette idée d'une égalité hiérarchique qu'on retrouve un petit peu aussi dans la table ronde quelque part. Voilà. Qu'on retrouve aussi dans la table ronde, mais qui est un modèle beaucoup moins développé dans le royaume de France que le modèle carolingien, qui lui va vraiment être celui qui est prégnant et qui est un modèle finalement assez proche, bien que plus hiérarchique, puisqu'on parle de Charlemagne et des 12 pairs de France. D'accord. Donc il y a cette association. Alors à partir des années 1480, effectivement, les rois de France prennent conscience des potentialités politiques de l'idéal et de l'imaginaire chevaleresque, et là ils vont commencer effectivement à le réinvestir et même à être à l'origine de commandes de certains romans. Et on le voit très bien, on sait que Charles VIII avait l'habitude de travailler avec des imprimeurs parisiens, de commander des ouvrages à des imprimeurs parisiens, des ouvrages qui étaient déposés dans la bibliothèque du roi et qui étaient ensuite accessibles à l'ensemble de la cour. Et lors de la succession de Charles VIII de la succession de Charles VIII, lorsque Louis XII monte sur le trône, on a un de ces imprimeurs qui vient offrir à Louis XII un roman de chevalerie qui est le roman d'Ogier le Danois, et c'est un roman qui, alors dans le prologue, l'imprimeur dit toute sa volonté de continuer à travailler pour le roi, et donc nous donne des renseignements très intéressants sur la manière dont Charles VIII travaillait, mais c'est un roman qui n'a pas non plus été choisi au hasard. Ogier le Danois, c'est un chevalier qui a lutté une bonne partie de sa vie contre Charlemagne avant de l'aider pour partir en croisade et de finir roi d'Angleterre. Et nous avons Louis XII, qui a été un des principaux opposants à la régence des Beaujeu, qui a été enfermé à la suite de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et qui se retrouve roi de France désormais. Donc le parallèle ici est assez surprenant. Ouais. Alors à chaque fois que vous citez en fait des œuvres, c'est en effet ça tourne toujours autour de la matière de France, donc toujours autour en tout cas les œuvres françaises, ça tourne toujours autour de cette matière de France, autour de Charlemagne et tout. Oui, donc en effet il y a une très grande potentialité politique par rapport à ces romans de chevalerie. Mais est-ce qu'il y a des personnages
des personnages publics de ce début de XVIe siècle qui vont être mis en avant en tant que chevaliers modèles. Alors, vous avez bien compris à qui je pensais, bien sûr. Forcément. Alors, oui, je crois qu'une des caractéristiques de l'idéal chevaleresque, c'est d'avoir su, tout au long du Moyen-Âge et encore au XVIe siècle, se réinventer et alimenter son imaginaire. On a eu les biographies chevaleresques des XIVe et XVe siècles, avec des Du Guesclin, avec des Jacques de Lalaing, etc. Et au XVIe siècle, on a encore effectivement des gens comme Bayard ou comme Louis II de la Trémoille moins connu, celui-là. Voilà, un petit peu moins connu, mais ils ont la caractéristique quand même tous les deux de partager le surnom de chevalier sans peur et sans reproche. Voilà, ce sont les deux chevaliers sans peur et sans reproche de ce début du XVIe siècle. Et au-delà de Bayard et de la Trémouille, on a aussi des personnages politiques, des aristocrates qui vont revendiquer ce modèle. On sait que Anne de Montmorency, par exemple, a fait rédiger au moins une, si ce n'est deux, vies de lui-même. Ce sont des biographies chevaleresques. Le duc de Guise aussi, pendant les guerres de religion, a cherché à réinvestir ce modèle. D'accord. Le père ou le... Alors c'est François de Guise lors de ses funérailles, et puis la famille de Guise joue sur ce modèle-là pour contester aussi la monarchie. D'autant plus qu'ils se prétendent ils affichaient une ascendance carolingienne, si j'ai bonne souvenance en plus, les Guise. Donc, alors voilà, c'est aussi la grande époque des généalogies à l'antique, mais on a aussi des généalogies chevaleresques, des gens qui se disent issus d'une longue lignée de chevaliers. C'est par exemple le cas de la famille de Clèves qui fait remonter son origine au chevalier du Cygne, par exemple. Ouais, donc un chevalier là pour le coup qui est un chevalier complètement imaginaire, qui est issu de récits du Moyen Âge. Est-ce que alors pareil, on va parler un petit peu on a parlé un petit peu des rois, mais il y a des rois qui vont encore plus surenchérir un peu par rapport à ça en s'affichant. Et c'est quand même étonnant jusqu'à par exemple un roi comme Henri IV, il y a cette espèce de fascination pour l'idéal chevaleresque qui va amener des rois à prendre des risques complètement inconsidérés sur les champs de bataille. Quand on sait à quel point peut coûter en fait la capture d'un roi, il y avait déjà l'exemple au XIVe siècle avec Jean II, c'est extrêmement étonnant. Alors on peut dégager une chronologie de ce phénomène, c'est-à-dire que jusqu'environ, à la fin du XVe siècle, donc avec Louis XI et Charles VIII, on est dans un réinvestissement de cet idéal chevaleresque, mais à partir de Louis XII, ça va s'accélérer. C'est-à-dire que Louis XII, quand il arrive sur le trône, c'est déjà un homme, et il est déjà considéré comme un des meilleurs chevaliers du royaume. François Ier va encore plus insister sur cette dimension d'une chevalerie qui va être désinhibée. Il est sûr de son pouvoir et par exemple Henri II se fait acclamer lors de son sacre sans aucune espèce de retenue. C'est-à-dire qu'il n'a plus peur de montrer que le peuple participe aussi de cette cérémonie qui est le sacre. C'est la chevalerie sans complexe, quoi. Voilà, exactement. Il y a plus cette retenue qu'il pouvait y avoir à la fin du XVe siècle. Alors ensuite, effectivement, pourquoi est-ce que les rois prennent ces risques-là ? Ils prennent ces risques parce que le roi doit incarner pour ses sujets des figures multiples. Le roi doit être père du peuple, père nourricier, père protecteur. Ça, c'est le surnom de Louis XII, par exemple. Voilà. Ouais. Le roi doit être roi de justice. Ouais. Parce que la justice, c'est ce qui lui permet d'obtenir la légitimité à légiférer. Mais il doit aussi être roi de guerre. C'est-à-dire qu'il est attendu du roi qu'il partage son destin avec celui du royaume. Et donc un roi qui ne s'expose pas, un roi qui ne fait pas la guerre, ne pourrait pas être considéré comme tout à fait roi. C'est probablement ce qui pousse François Ier à charger à la tête de ses troupes en 1525 à Pavie. Avec des conséquences désastreuses. Avec des conséquences désastreuses. Et c'est aussi ce qui pousse Henri IV, même devenu roi, à continuer à être à la tête de ses troupes. Ce qu'on remarque très bien, c'est une sorte de désinvestissement de ce modèle chevaleresque au début des guerres de religion, avec des rois comme Charles IX et Henri III. Henri III qui est très connu pour, une fois être devenu roi, abandonner finalement cette image du guerrier. Et ça participe de cette tension entre la noblesse et le monarque, de ce divorce
de la noblesse et de la monarchie. Oui, parce que ça va pas être des rois très populaires en fin de compte, hein, en tout cas c'est des rois qui vont... Alors effectivement, c'est des rois qui règnent pendant les guerres de religion, donc une période de politique extrêmement troublée, et il ne s'agit pas de dire que le désinvestissement du modèle chevaleresque est à l'origine des difficultés du royaume de France. Néanmoins, le fait que ces rois n'arrivent plus à incarner cet idéal de la noblesse est une difficulté supplémentaire. Et quand Henri IV devient roi, il met un point d'honneur à réinvestir ce modèle-là. C'est d'autant plus facile qu'il a lui-même été noble parmi les nobles et guerrier parmi les guerriers avant de devenir roi. Et il va par exemple, lors des entrées dans les villes, distribuer l'écharpe blanche. L'écharpe blanche qui est le symbole des armées du roi, donc ni catholique ni protestante, mais les armées du roi. Et cette écharpe blanche est remise au cours de cérémonies qui ressemblent extrêmement à des adoubements. Des adoubements, ouais. Voilà. Donc il s'agit pour lui de réinvestir le modèle chevaleresque, ce qui est un des ressorts de la réconciliation avec la noblesse. C'est extrêmement intéressant, mais là pour l'instant on parle de la France, on va essayer d'élargir un petit peu au reste de l'Europe. Est-ce que, parce que c'est pareil, on n'y pense pas quand on pense à des gens comme Cortés, Pizarro, donc les premiers conquistadors, mais c'est des gens qui viennent d'un pays européen féodal. Et est-ce que pour eux, en fait, le modèle chevaleresque a beaucoup joué quand ils sont partis vers le continent des Amériques? Alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que chaque espace réinvestit le modèle chevaleresque suivant des modalités qui lui sont propres. Et ce qui fait que on a une sorte d'idéal chevaleresque dont le noyau est commun, mais dont les adaptations diffèrent légèrement. Et en Espagne, on a un modèle qui est beaucoup plus messianique. Par exemple, on a des lectures publiques de romans de chevalerie dans les rues qui rappellent le destin de l'Espagne qui doit réconcilier, qui doit réunir sous l'égide de l'empereur l'ensemble de l'Europe. Et quand les conquistadors partent en expédition, ils sont eux-mêmes issus de cette culture nobiliaire, donc ils ont été baignés de cette culture chevaleresque. Et on sait aussi que les romans ont voyagé au rythme des explorateurs. D'accord. En Espagne, en Angleterre aussi, où on a des joutes et des tournois qui sont organisés de façon régulière et qui participent aussi de la grandeur d'un roi comme Henri VIII, par exemple, mais également dans le Saint-Empire, où Maximilien Ier, par exemple, se faisait représenter sur les frontispices d'ouvrages en chevalier dans le Teuerdank ou dans le Weisskönig, par exemple. Ouais, d'autant plus qu'eux, ils sont d'ascendance bourguignonne, donc il y a aussi cet aspect-là qui joue. Voilà, donc, Exactement, c'est ensuite l'image qui est réinvestie par Charles Quint, à la fois en Espagne et dans les provinces bourguignonnes. D'accord. Alors, justement, moi, encore une fois, on aime bien mettre des. Alors, vous mettez comme date de fin 1620. Alors, évidemment, c'est à débattre. Mais nous, quand j'ai commencé un peu à préparer cette émission, je me disais, voilà, quelque part, pour marquer un peu cette fin la véritable fin de la chevalerie qu'on peut pousser, de l'idéal chevaleresque qu'on peut pousser au XVIe siècle, on va prendre deux dates. La première, c'est la date de 1559 avec la mort d'Henri II, pendant un tournoi chevaleresque, où il se prend un bout de la lance de Montgomery dans l'œil et il va agoniser pendant plusieurs jours. Et l'autre, c'est la rédaction au début du XVIIe siècle et la publication de Don Quichotte de Cervantes. Est-ce que c'est en prenant vraiment comme exemple ces deux événements-là, est-ce que ces événements marquent réellement, parce qu'après la mort d'Henri II, il n'y a plus de tournoi en France, ou je me trompe? Alors, la mort d'Henri II a souvent été évoquée comme la fin de la chevalerie, le dernier tournoi. En fait, il apparaît que c'est pas le cas. Il continue à y avoir des tournois, il continue à y avoir de la violence dans les tournois. Ces tournois sont, encore une fois, souvent organisés dans les fêtes de cour, bien sûr, mais aussi dans les fêtes plus restreintes, dans les mariages nobiliaires, par exemple, où on fait un tournoi à l'occasion d'un baptême. Donc on continue. C'est l'époque des grands tournois est terminée. Mais on continue à tournoyer dans les provinces et on continue aussi à tournoyer à la cour de France. Ah d'accord, quand même. Il me semble que c'est Agrippa d'Aubigné
il faudrait que je vérifie. Il me semble que c'est Agrippa d'Aubigné qui indique que lors de sa captivité à la cour de France, il a passé son temps à rompre la lance et à amuser les dames. Ouais. Donc cette culture continue à être entretenue après la mort d'Henri II, même si effectivement les grands tournois qu'on connaissait ne sont plus d'actualité. Il est mort dans un grand tournoi public quand même qui était donc dans la rue de Saint-Antoine à Paris. Donc là c'était un très très grand lieu où il y avait beaucoup de gens qui étaient invités. C'est les tournois qui avaient été organisés à la suite de la signature de la paix du Cateau-Cambrésis, qui mettait un terme aux guerres d'Italie. Et donc effectivement, le roi décède d'avoir reçu un tronçon de lance dans l'œil, à la suite d'une course qu'il avait lui-même réclamée. Normalement, le tournoi devait être terminé. Henri II n'était pas content de lui. Il a réclamé une course supplémentaire et il est mort à la suite de cette course. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'on voit en fin de compte que montrer qu'on est un chevalier, c'est très important pour un roi parce que c'est là, ça a dû jouer aussi cette... Oui, parce que les tournois sont des grands moments d'émulation, des grands moments de concurrence et le roi ne pouvait pas se satisfaire de ne pas être le meilleur. Ouais. Voilà. C'est le pas réussi. Voilà. Avec Don Quichotte, ce qui est tout à fait intéressant dans Don Quichotte, en tout cas c'est la lecture que moi j'en ai faite, c'est que effectivement on rit des mésaventures de Don Quichotte. On rit d'abord, je dirais, et ensuite on réfléchit, parce que ce que dénonce Don Quichotte, c'est la perversion de la noblesse, la perversion de cette société qui s'est perdue dans l'individualisme et qui a finalement perdu ses repères. Don Quichotte, c'est aussi une critique sociale extrêmement acerbe. Et c'est une critique sociale qui s'inscrit dans une tradition. Dès le XIe siècle, on a des poèmes et des fabliaux qui dénoncent la perversion de la noblesse au travers du prisme de la chevalerie. Et donc la question qui était la mienne, c'était de savoir si on pouvait finalement dater la disparition de la chevalerie à partir de ce type d'œuvre, ou est-ce qu'au contraire on n'était pas face à un topos littéraire, une façon de s'en prendre à la noblesse de façon périodique, à des moments où elle est particulièrement mise en cause, et les guerres de religion, la guerre de 80 ans, entre l'Espagne et les futures Provinces-Unies, sont des moments où la noblesse est fortement questionnée. D'accord, donc en fait, en fin de compte, Don Quichotte, c'est quelque part la survie de l'idéal chevaleresque, en fin de compte, parce qu'on dit, le but de Cervantes, c'est de dire, vous n'êtes pas assez chevaleresque, en fin de compte. Exactement, c'est l'idée de Don Quichotte, c'est de mettre la noblesse devant ses responsabilités et de lui dire, voilà, vous réclamez d'un modèle que vous n'incarnez plus, et donc, il faut se réformer, il faut se repenser. Toute la force, je crois, de la noblesse, contrairement à ce qu'on a beaucoup écrit, je ne crois pas en cette idée que cette noblesse va se déliter tranquillement jusqu'à disparaître au moment de la Révolution. Toute la force de la noblesse, c'est d'être capable de se réinventer, de repenser l'imaginaire chevaleresque pour qu'il soit ancré dans la société dans laquelle elle est en train de vivre. On en parlait un peu avant l'émission, on en trouve encore des idées, des représentations chevaleresques jusqu'au début du XXe siècle pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est ça, je crois qu'il faut pas avoir une vision linéaire de l'histoire de la chevalerie. C'est pas un âge d'or, une naissance au XIe siècle, un âge d'or au XIIe, XIIIe siècle, et ensuite un long déclin jusqu'au XVIe siècle ou jusqu'à la Révolution. C'est des poussées de temps en temps où on se rétracte, on revient dans cet idéal chevaleresque en l'investissant toujours d'un imaginaire qui correspond à l'époque du moment où on veut réinvestir. D'accord. Mais donc ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission sur la chevalerie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Ça sera en tout cas c'est un sujet passionnant et certainement qui risque d'être sans fin quand même parce que il y a beaucoup à traiter. Merci en tout cas Benjamin de Ruel d'être venu discuter avec nous au micro de Fréquence Médiévale. Je rappelle le titre de votre livre De papier, de fer et de sang, chevalier et chevalerie à l'épreuve de la modernité 1460-1620 qui vient de paraître aux publications de la Sorbonne. Merci beaucoup et à une prochaine fois j'espère. Merci à vous.